Donc bonjour, je suis David Doxaran du laboratoire d'océanographie de Villefranche. Avec mon collègue Thierry Tormos qui n'est pas là, on a donc préparé cette présentation sur la télédétection de la couleur des eaux continentales, littorales et côtières. Donc mon collègue Thierry et ses collègues travaillent sur les eaux continentales, je travaille sur les eaux côtières et on travaille tous sur les eaux littorales, typiquement les embouchures de fleuves, les estuaires, les lagunes côtières. On utilise les mêmes outils tels que l'image que vous voyez à l'écran ici. Une image Landsat qui montre très bien le continuum terre-mer que constitue la partie aval et l'embouchure d'un fleuve ainsi qu'une lagune côtière. On utilise les mêmes algorithmes, les mêmes chaînes de traitement, on fait des mesures in situ en commun, donc voilà, on collabore. Donc pour introduire un petit peu les observations satellitaires des milieux aquatiques, donc il existe différents types de capteurs qui permettent d'observer les milieux aquatiques. Il y a des capteurs actifs tels que les altimètres, tels que le lidar, les altimètres qui montrent les hauteurs d'eau, qui montrent les champs de houle. Et il y a des capteurs passifs tels que les radiomètres qui permettent d'observer la couleur de l'eau, c'est-à-dire de mesurer l'intensité lumineuse qui émerge de l'eau et qui dépend des processus d'absorption et de rétrodiffusion de la lumière solaire dans la colonne d'eau. Voilà, donc dès lors qu'on parle de couleur de l'eau, on parle des domaines spectraux visibles et proches infrarouges, donc de 400 à 1000 nanomètres. Donc un petit peu plus en détail, qu'est-ce que la couleur de l'eau? Donc c'est l'éclairement solaire qui a pénétré dans la colonne d'eau, qui au niveau d'une certaine couche optique, donc en surface, va interagir avec les substances optiquement actives dans l'eau, substances en solution ou en suspension. Une partie du rayonnement solaire va être absorbée, une partie va être rétrodiffusée vers les capteurs satellitaires notamment, et à différentes longueurs d'onde en fonction que les particules en suspension sont algales ou non algales. Et donc cela va donner différentes couleurs d'eau, et ces couleurs d'eau sont représentatives du contenu de l'eau en substances optiquement actives, en solution et en suspension. Donc dans des eaux bleues océaniques, il y a très peu de substances en solution et en suspension. Dès lors que les eaux sont riches en phytoplancton, elles vont devenir vertes, elles vont devenir marron foncé. Dès lors qu'elles sont riches en sédiments en suspension, elles vont prendre des teintes rouges parfois en fonction de la présence de certaines espèces phytoplanctoniques. Elles peuvent être quasiment noires en présence de fortes concentrations en matière organique dissoute colorée. Donc, ce que l'on peut extraire de ces mesures satellitaires de la couleur de l'eau, ce sont au premier ordre les concentrations en matière organique dissoute colorée, les concentrations en matière en suspension, ou la turbidité de l'eau, les concentrations en phytoplancton et son proxy, la chlorophylle A, la transparence de l'eau. Et en second ordre, on peut en déduire des informations sur la taille ou distribution de taille des particules en suspension, sur la composition des particules en suspension et notamment de la matière organique, et aussi déterminer les espèces phytoplanctoniques en présence. Donc on dispose pour étudier les eaux côtières, littorales et continentales de différents types de capteurs satellitaires et on utilise les capteurs à moyenne et à haute résolution spatiale. Ce sont typiquement des capteurs qui sont développés et mis en service par l'Agence spatiale européenne ou par la NASA côté États-Unis. En termes de résolution spatiale moyenne, on parle de 300 mètres. Et là, on dispose depuis plus de 25 ans d'observations journalières. Et en haute résolution spatiale, on parle de 20 mètres de résolution. On dispose d'observations de ce type tous les 4 jours depuis Sentinel-2 et depuis Landsat aussi depuis plus longtemps. Donc voilà, plus la résolution spatiale est haute, moins bonne est la résolution spectrale et temporelle. Donc on doit combiner l'utilisation de ces types de capteurs pour arriver à bien étudier les eaux, les milieux aquatiques en milieu littoral. Donc voilà si on observe l'embouchure d'un fleuve et le panache d'un fleuve avec une résolution spatiale de 300 mètres, c'est ce que l'on voit ici avec MERIS. Donc on voit très bien le panache turbide, les structures turbides. On voit aussi pas mal de choses au niveau des lagunes côtières, mais on voit aussi que 300 mètres, c'est une résolution spatiale qui atteint ses limites dès lors qu'on le rentre au niveau des eaux continentales. Par contre, dès lors qu'on passe à une résolution de 20 mètres, typiquement avec Sentinel-2 par exemple, là donc on a tout le détail suffisant au niveau des eaux côtières, au niveau des eaux littorales et au niveau des eaux continentales, même à l'intérieur des fleuves on peut remonter. Donc encore une fois, il faut combiner ces deux types d'observations satellitaires pour avoir un bon suivi, une bonne étude de ces zones littorales.
Voilà les défis pour arriver à faire de la couleur de l'eau, à extraire de l'information sur le contenu de l'eau. C'est arriver à corriger proprement les mesures satellitaires des effets atmosphériques. Vous voyez par exemple une image ici, une image de l'étang de Berre vue au sommet de l'atmosphère. Ben, c'est comme vu à travers le brouillard du fait des gaz atmosphériques, du fait des fines poussières que sont les aérosols qui perturbent le signal. Donc il faut corriger ces effets atmosphériques. Il faut aussi corriger des effets de réflexion potentielle à l'interface air-eau et corriger des effets d'environnement. Les terres environnement autour des eaux étant plus réfléchissantes, elles peuvent contaminer le signal. Donc si l'on fait ça, en moyenne, on arrive à retrouver avec plus ou moins 25% d'incertitude la réflectance de l'eau à partir de laquelle on va extraire tous ces paramètres dérivés. Ça peut être insuffisant pour des activités opérationnelles, d'où l'utilisation de plus en plus, notamment de ce réseau, le réseau hyperspectral HyperNet. Ce sont des mesures in situ, autonomes de la réflectance de l'eau. Donc ce sont des mesures quasi parfaites que l'on peut, à moindre coût, installer sur différents sites de mesure, qui permettent localement de forcer le produit satellitaire à être excellent. Donc on retrouve à 5-10% la réflectance de l'eau, et ainsi on arrive à retrouver à dériver des produits satellitaires type chlorophylla, turbidité, MES, bien plus précis et bien plus utilisable. C'est tout un réseau, ce réseau HyperNet hyperspectral qui est déjà en place dans le monde et notamment en France, 3 sites. Un site à l'embouchure du Rhône, un site à l'embouchure de la Gironde, un site au centre de l'étang de Berre. Donc ce sont des milieux, voilà, ce sont des zones très complémentaires et très intéressantes aussi parce qu'il y a des besoins et parce que voilà, scientifiquement c'est très intéressant d'avoir des produits satellites opérationnels sur ces zones. Je montre ici quelques exemples d'utilisation, donc la télédétection en couleur de l'eau, qui permet par exemple d'étudier le piégeage temporaire des matières en suspension amenées par les fleuves dans les zones estuariennes. C'est ce que l'on voit ici, où on a utilisé plus de 20 ans d'observation satellitaire, qui permet, en fonction des cycles de marée, en fonction des cycles saisonniers, de localiser les zones de maximum de turbidité, là où le sédiment est piégé temporairement, et ainsi aider notamment les activités de dragage, dont on voit l'impact direct dès lors que du sédiment déposé naturellement va être remanié par des activités humaines. Autre utilisation, ici illustration sur le même site d'étude, quantifier les matières en suspension après piégeage dans un estuaire qui va être qui va être exporté vers le milieu côtier. Là encore une fois, plus de 20 ans d'observation satellitaire qui ont permis de cartographier et de quantifier les matières en suspension exportées ici par l'estuaire de la Gironde dans l'océan côtier et de mettre en évidence ce type de relation très robuste entre tout simplement le débit liquide des fleuves qui alimentent l'estuaire et la masse de matière en suspension qui va se retrouver exportée dans l'océan côtier. Un autre exemple ici, à l'embouchure du Rhône, où c'est qu'on a pu utiliser les observations satellitaires combinées contraintes par des mesures in situ pour assurer un suivi de la dynamique et du transport sédimentaire depuis les stations hydrologiques du fleuve 50 km en amont de l'embouchure et ensuite la dispersion dans l'océan côtier, ce qui a permis notamment de montrer qu'on ne retrouvait que 10% des matières en suspension transportées et mesurées au niveau des stations hydrauliques dans le panache de surface qu'on peut très bien observer par télédétection satellitaire. Une autre application ici, c'est de mon collègue Pierre Jarnès de l'Université de Nantes qui a montré comment on pouvait utiliser la télédétection satellitaire couleur de l'eau pour aider à la productivité des parcs à l'aquaculture et au parc ostréicole, ici dans la baie de Bourgneuf, au niveau des parcs à huîtres que vous pouvez voir ici. On arrive très bien à cartographier et à quantifier les concentrations en matière en suspension, en sédiments en suspension qui empêchent les huîtres de se nourrir, et en phytoplancton qui, au contraire, bénéficient à la productivité de ces parcs à huîtres. Donc il a été montré tout le bénéfice que l'on pouvait tirer en termes de fermes aquacoles, d'utiliser la télédétection satellitaire à haute résolution spatiale. Un dernier exemple ici au niveau d'un étang de l'étang de Berre où c'est que sont rejetées des eaux turbides par des eaux douces turbides par l'agence EDF. Et donc ce qui a impacté la transparence de l'eau, des restrictions ont été imposées à cette agence EDF, et on arrive à montrer comment, grâce à la télédétection satellitaire, on arrive à retrouver les cycles saisonniers de la transparence de l'eau dans les différentes parties de l'étang, et voir ici par exemple, à quantifier une amélioration de la transparence de l'eau en fonction du temps.
Ok, ensuite je finis par vous dire que grâce au CES, au NATIS, grâce au CNES et la société ACRI, les produits satellitaires de l'eau sur l'ensemble des eaux côtières françaises sont désormais disponibles. Elles vont être distribuées très rapidement sur une échelle régulière de 300 mètres. Donc ils seront disponibles au format image PNG ou NetCDF, ou disponibles aussi au format texte pour ceux qui préfèrent directement télécharger au format texte des produits qui vont pouvoir comparer à leur mesure in situ au niveau d'un point géographique qu'ils vont spécifier ici. Ok, je termine ici aussi pour dire qu'au niveau des eaux continentales, il y a énormément de traitements de données satellitaires qui sont en cours, qui débutent enfin. Au niveau de toutes les eaux continentales françaises, il va y avoir des paramètres qualité de l'eau qui vont être générés à partir de l'imagerie satellitaire à haute résolution spatiale. Ça va être fait du côté de TEIA. Et tous ces produits satellitaires en cours de génération vont être disponibles et accessibles via le GeoWeb HydroWeb Next TEIA Land. Donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais essayer de les répondre de suite. Et sinon, vous pouvez nous contacter, et moi et Thierry, sur nos adresses e-mail qui sont indiquées ici. Et merci.